Bon, ça pique ce matin. Il est 6h30, 7h dans ces eaux-là. Et là, on va aller fouiller quelques jours cette semaine. C'est pour ça que je me suis levé tôt. Puissance du café qu'on approche, j'espère. Et non, en vrai, ça va être cool. Mais ça pique. Bon, on vient d'arriver sur le site de fouille. Il est 8h45 dans ces eaux-là, presque 9h. Ah, je suis arrivé un peu en retard en vrai. C'est peut-être un peu de ma faute. Bon, bref. Les gens qui vont fouiller avec nous cette semaine arrivent un peu au compte-gouttes de la journée, donc pour le moment on n'est pas nombreux. Ce matin on n'est que 4. Derrière moi, alors pour le moment ça ressemble pas à grand chose, c'est normal, mais au fur et à mesure qu'on va décaper les couches, quoi, retirer la terre, ça va ressembler plus à un truc un peu plus conventionnel. La roche est trempée, hein, c'est un grain très fin, c'est une roche un peu spongieuse, on verra ça après, mais du coup c'est plein de flotte parce qu'il a fait un temps de merde. Alors ça commence à sécher quand même, mais vu qu'ils annoncent de l'orage et de la pluie cet après-midi, la joie. Allez, j'arrête de parler, on s'y met. Sous la couche de terre bien détrempée des pluies de la veille, nous attendent les couches de schiste qui nous intéressent. Cette roche, vous l'entendrez également sous l'appellation de spongiodiatomite. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi dans la vidéo. Retenez juste que schiste c'est le terme industriel et spongiodiatomite le terme un peu plus technique de géologue. Bref. Bien que la pelleteuse a fait une grosse partie du job, elle a fini par s'embourber. Donc il n'y a pas 36 solutions, on va prendre une pelle, des seaux et retirer le reste à la main. Et heureusement, comme vous pouvez le voir dans l'équipe, on a Maxence, un collègue médiateur scientifique fort comme un bœuf et bâti comme un paranthrope. Une fois la terre retirée, on retire certains blocs de roche et on les met à sécher sur des bâches. C'est dans ces blocs que l'on espère trouver les fossiles les prochains jours. Le ciel commence à se couvrir petit à petit, la météo annonce de gros orages. C'est une course contre la montre qui s'engage pour nous 4 ce matin. Mais comme on a géré comme des pros, on a atteint notre objectif en fin de matinée. On couvre la roche mise à nu avec des bâches et sous les coups des 11h, on rentre au QG. Maxence, un truc à dire pour la postérité? C'était vraiment très intéressant. Voilà. Bon, c'est absolument pas un camion de betterave qui est passé et qui a décrotté ses roues, c'est nous.
Bon, là il est 11h30 à peu près. Et on a arrêté de fouiller tout simplement parce que en fait là le site est propre, on a tout préparé, on a retiré la terre, la roche à nu quoi, le fond de taille est clean. Et ils annoncent un peu de mauvais temps cet après-midi. Donc, oui, la musique de ouf. Donc on a laissé le fond de taille propre. Et puis on va faire du tri dans les collections et tout. Là je pense qu'on va les manger. Et puis on va faire du tri et je pense qu'on reprendra le fond de taille demain. Comme vous pouvez le voir à la déco, on logeait dans une école que la ville de Menat a eu la gentillesse de mettre à notre disposition. Et moi j'ai eu une salle de classe rien que pour moi. C'est un choix mais absolument pas le mien. J'ai été banni par les autres fouilleurs qui dormaient à l'étage. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Car il semblerait que je ronfle aussi fort qu'une bête sauvage. Pourquoi je suis corrompu? Putain! Je profite de cette séquence un peu chill et tranquille pour faire une petite parenthèse. Ces fouilles se sont déroulées dans le cadre d'une campagne de fouilles organisée et déclarée par l'association Paléauvergne. Le tout en étroite collaboration avec la mairie de Menat, propriétaire du terrain. Et on en profite ici pour les remercier. Les fossiles trouvés vont être enregistrés, inventoriés pour que peut-être un jour un chercheur les sorte de leur boîte, les étudie et qui sait découvre peut-être un truc de dingue. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo des fouilles à Vichy, dont je vous mets le lien là-haut et dans la description, fouillez toujours quelque part où vous avez l'autorisation du propriétaire, que ce soit une municipalité ou un particulier, et faites en sorte d'être équipé en conséquence. Menat, c'est pas un site très dangereux, le seul risque que vous avez, ça va être de vous tordre la cheville dans la boue si vous avez des chaussures toutes pourries, ou de vous ouvrir la main avec un cutter ou une spatule en ouvrant les blocs en deux. Et oui, c'est arrivé, mais pas moi. Mais il n'y a pas de falaise et il n'y a pas de chasseur qui risque de nous confondre avec un sanglier. C'est pour ça que vous ne verrez pas avec un casque ni des gilets fluo. Malgré tout, je le répète, on fait pas n'importe quoi quand on est sur un site de fouilles. Ok. Bon, on va se perdre un petit peu dans Menat, on va voir s'il y a des trucs sympas à filmer. Alors, il fait beau, mais, vous l'entendez peut-être, le vent commence à se lever. Ce qui est emmerdant pour faire voler le drone. Donc, je ferai des plans drone un peu plus tard. Mais il y a des petits cours d'eau qui passent, il y a une ancienne carrière qui est inondée, et maintenant ça fait un espèce d'étang. Je pense qu'il y a des trucs sympas à filmer et observer. L'après-midi, j'ai pas filmé. J'ai essayé de me concentrer un maximum sur le tri des fossiles des campagnes précédentes, afin de me faire l'œil et de mieux reconnaître les fossiles d'insectes une fois que je serai sur le terrain. Et croyez-moi, c'est loin d'être simple. Les plus courants, ce sont les insectes. Ils sont rarement complets, ce sont les plus difficiles à remarquer, d'où le besoin de se faire l'œil quelques heures sur les fossiles qui ont déjà été trouvés les années précédentes. Ils ne sont pas bien gros, quelques millimètres, et quand ils atteignent 1 centimètre, c'est déjà un exploit. Ce sont surtout des blattes et des coléoptères comme celui-là qui se sont retrouvés dans le lac, puis se sont fossilisés. Le deuxième type de fossiles, ce sont les plantes. Parfois de l'écorce, mais le plus souvent des feuilles. Elles peuvent être de bonne taille, et si la chance vous sourit, vous pouvez trouver des traces de grignotage d'insectes ou d'autres invertébrés. La forêt tropicale qui bordait l'ancien lac de Menat était bordée d'essences d'arbres dont des familles qui existent encore aujourd'hui. Chez les feuillus, on va retrouver du tilleul, du laurier, du platane, du houx, du frêne, du cannelier, du noisetier, et on retrouve aussi un peu de conifères avec du séquoia et du cyprès. La troisième sorte de fossile, ce sont les squelettes de vertébrés. En une semaine, on en a trouvé un poisson de quelques centimètres à peine. Il y a bien eu du mammifère et de l'oiseau qui a déjà été trouvé à Menat, mais ça dépend aussi du site et de là où on fouille. Et il faut aussi avoir, il faut le dire, une bonne dose de chance. La journée finit par se terminer, l'équipe est au complet et les fouilles vont pouvoir, dès le lendemain, vraiment commencer. Bon, jour 2, est-ce que la nuit a été réparatrice? Absolument pas, parce qu'on est fatigué un peu. Bon, là on a été voir un spot sympa à Belvédère, où on a une vue sur Menat et sur l'ancien Mar. Je mettrai des plans et tout au montage, vous verrez, c'est assez sympa. Et là on va visiter le musée, puisque on a Sophie qui va nous faire une visite guidée du petit musée de la ville. Donc, évidemment je vais vous filmer tout ça. Il y a des gens qui nous ont rejoints du coup hier soir, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé, que j'ai pas fait de story, etc. Allez, je me tais, et puis on va voir le musée. Tant qu'à être au musée, faisons un peu le point sur le pourquoi du comment que nous sommes là.
Loin par-delà l'océan Atlantique, dans la péninsule du Yucatan au Nouveau-Mexique, un astéroïde de 10 km de diamètre s'écrase. Le cataclysme engendré va être à l'origine de la disparition de nombreux êtres vivants, les dinosaures non aviens, mais aussi les ptérosaures, les reptiles marins, les ammonites et plein d'autres bestioles moins connues. Les plantes aussi, en moindre mesure, vont en subir les conséquences. Entre ce monde en crise et le monde actuel, il y a un temps d'adaptation, un temps où la faune et la flore a pu se remettre, un temps où certains d'entre eux ont su saisir les niches écologiques vacantes et évoluer avec de nouvelles formes, de nouveaux modes de vie, le tout à l'origine de nouvelles familles d'animaux et de plantes, parfois présentes encore aujourd'hui. Les sites fossilifères datant de juste après la crise ne sont pas très nombreux. Il y en a, mais ils sont bien moins appréciés, documentés et compris par la communauté scientifique par rapport aux sites à fossiles du Crétacé par exemple avec leurs dinosaures, ou les sites plus récents en général dominés par les mammifères. Ces sites, datant juste après la disparition des dinosaures, sont d'autant plus importants qu'ils nous permettent de comprendre la mise en place des environnements actuels. Les premiers représentants de groupes de mammifères comme les primates ou les ongulés, les premiers représentants de certaines familles d'insectes, ou encore l'apparition de certains biomes comme certaines forêts ou certaines savanes. Et c'est dans cette quête de comprendre comment la nature s'est remise de la crise pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui que s'inscrit le site de Mena. Voici la Terre il y a 60 millions d'années. Malgré un niveau de la mer plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui, on reconnaît quand même assez aisément les continents qui sont à peu près à leur place actuelle. On note cependant quelques différences. Pas de glace au pôle Nord et au pôle Sud, l'Inde n'est pas encore collée à l'Asie via l'Himalaya, et l'Europe ressemble quand même plus à une archipel qu'à un véritable continent. Mais ça viendra. En remontant vers le nord, la plaque tectonique africaine pousse tout un tas de petites plaques tectoniques qui vont se retrouver prises en sandwich contre la grosse plaque tectonique eurasiatique. Sous les tensions colossales qui sont exercées, la croûte va se bomber par endroits pour former des chaînes de montagnes. C'est par exemple le cas des Alpes. Et en se bombant et en se déformant, la croûte va craquer par endroits et des jeux de failles vont se former de part et d'autre des chaînes de montagnes en pleine formation comme ici les Alpes. Le Massif central, dernier vestige d'une gigantesque chaîne de montagnes vieille de 300 millions d'années, n'est dès lors qu'un gros socle de granit. C'est une terre ferme, bordée par une mer tropicale qui n'a rien à envier aux Caraïbes, qui, elle, bordait l'ouest et le nord de la France. Il y a 60 millions d'années, une période appelée Paléocène, il fait humide et chaud. Très chaud. Ne vous attendez pas à trouver de la garrigue, la France est tropicale, couverte de forêts luxuriantes. Sous le sol de la forêt, dans les profondeurs granitiques à des kilomètres de profondeur, la roche craque et des failles se forment. Ces failles sont autant de chemins qu'un magma peut emprunter pour remonter à la surface. Et il y a 60 millions d'années, c'est exactement ce qui va se passer. Le nord du Massif central est le théâtre d'éruptions volcaniques qui vont faire trembler l'Auvergne. Beaucoup des volcans de cette époque ont été réduits en poussière par l'érosion et les quelques édifices qui ont survécu au passage du temps ne sont qu'une quinzaine. Et parmi eux, on retrouve le volcan de Mena. Quand le magma est très chaud et liquide, il a tendance à s'épancher et à former de longues coulées de lave qui sortent de volcans qui sont relativement plats. C'est typiquement ce que vous avez à Hawaï ou en Islande par exemple. J'ai fait une vidéo sur les volcans, une sur les séries magmatiques et deux sur la tectonique, donc m'en voulez pas si je passe un peu vite là-dessus. Il arrive parfois que sur le chemin pour remonter à la surface, le magma, il rencontre un truc qu'il n'avait pas spécialement prévu, une nappe phréatique. Surprise, motherfucker! Il en résulte une explosion assez violente qui va former un cratère bien balèze. C'est un volcan sans cône ni dôme que l'on appelle un mare. Autant dire que le petit mammifère qui faisait sa vie dans la jungle, à ce moment-là, il a dû voir sa vie défiler devant ses yeux. Très vite, par effet de ruissellement, le cratère s'est petit à petit transformé en lac. Des algues se sont installées, puis des éponges, puis des plantes aquatiques, s'en est suivi des invertébrés, puis des poissons et tout un tas d'animaux aquatiques qui vont avec. Le lac devient une oasis dans cet océan de verdure qui était la forêt tropicale à l'époque. Et le petit village actuel de Mena et ses 500 habitants se trouve pile au milieu de cet ancien lac. On estime qu'il faisait presque 1 km de diamètre, bien que le cratère ne soit pas tout à fait circulaire. Mais ce lac, au fil du temps, il a fini par se combler. Les diatomées, des algues microscopiques à l'enrobage fait de silice, se déposaient au fond de l'eau. Les éponges, en mourant et en se décomposant, libéraient des spicules, des sortes de petites baguettes, elles aussi faites en silice, qui servaient de charpente, de squelette entre guillemets, et qui, elles aussi, allaient se déposer au fond du lac.
Le tout mélangé à la terre et autres sédiments charriés par la pluie et les cours d'eau a tôt fait de combler le petit lac petit à petit. La boue va finalement finir par se solidifier au fond du point d'eau et sous l'effet de la pression et de la température, ça va donner une roche, la spongiodiatomite. Spongo pour les spicules d'éponge et diatomite pour les diatomées. Comme je le disais précédemment, dans l'industrie, cette roche on l'appelle tout simplement un schiste. Et ce schiste, les gens ils lui ont très vite trouvé une utilité. C'est une roche légère, au grain fin et fait de silice. Autrement dit, c'est un parfait abrasif. Sous la forme d'une poudre qu'on appelle le tripoli, elle a donc servi pendant des siècles à polir les matériaux tendres comme le verre, le bois ou les métaux pour les bijoux. Ça a même donné naissance à deux verbes, tripolir et tripolisser, qui voulaient simplement dire récurer ou polir légèrement. Verbes qui, on va pas se mentir, sont complètement tombés dans la désuétude. Et puis à un moment, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des fossiles, et surtout, on a commencé à s'y intéresser. Henri Lecoq, un savant du 19e qui vivait à Clermont-Ferrand, c'est d'ailleurs pour ça que le musée de sciences naturelles de la ville s'appelle le musée Henri Lecoq, s'est intéressé à la géologie de l'Auvergne. En 1829, il publie la description géologique du bassin de Menat. Il reconnaît l'origine lacustre, mais ne fait pas encore vraiment le lien avec du volcanisme. Il reconnaît dans la roche cet aspect noir, riche en matière végétale transformée, et l'appelle lignite, une roche intermédiaire entre la tourbe et la houille. Mais en 1940, un autre scientifique va faire la lumière sur la véritable nature de cette roche et des fossiles qu'elle contient, le paléontologue et médecin Louis-Émile Piton. Il reconnaît les spicules d'éponge, les restes d'algues et de diatomées. Il propose alors une description et une appellation toujours utilisée aujourd'hui, la spongiodiatomite. La même année, il découvre un fossile star qui va mettre Menat sur le devant de la scène paléontologique mondiale, Menatherium. Il voit en cet animal aux allures de lémurien un lointain ancêtre de l'homme. Une étude du fossile, bien plus tard en 1967 par Donald Russell, révélera qu'il ne s'agit en réalité pas d'un primate au sens strict, mais d'un cousin proche appartenant à un genre déjà connu, le Plesiadapis, qui est un peu à mi-chemin entre les primates et les dermoptères, des animaux planeurs très étranges. Malheureusement, Piton ne verra jamais la continuité de son travail. Quand la Deuxième Guerre mondiale commence, il entre dans la résistance. Le 30 avril 1944, sa femme et lui sont arrêtés par la Gestapo, envoyés à Bourges, torturés puis envoyés à Dachau le 18 juin. Des rumeurs disent que les médecins auraient testé sur lui et d'autres médecins du camp de Dachau un vaccin contre le typhus, et ça serait ce vaccin qu'il n'aurait pas supporté qui serait à l'origine de son décès le 14 février 1945, à l'âge seulement de 36 ans. Ok, bon là vraiment le plan du Schlagistan, j'ai rien, j'ai pas de stabilisateur ni rien, mais c'est pas grave. Bon, on a visité ce matin le musée. Là on vient de passer par la carrière qui en fait servait à extraire justement le schiste de Menat, même si c'est pas tout à fait un schiste, on va dire que c'est le terme industriel plutôt, voilà, schiste. Et donc en fait on l'extrayait pour ses qualités abrasives, on en faisait une poudre abrasive pour abraser, n'est-ce pas? Et donc là maintenant qu'on a fini ça, on se dirige vers le site de fouille, et on va fouiller je pense 1 heure ou 2 avant de manger. Alors il fait un peu gris, on croise les doigts pour que ça se maintienne. Sur la piste du plus riche youtubeur de France. Dès que je suis en connaissance, évidemment. Ah bah Non, c'est pas ça, on va avoir des problèmes.
Nous revoilà sur le terrain. Une bonne partie de la journée, on a clivé. Cliver, c'est tout simplement fendre la roche dans le sens naturel de ses couches. Avec un cutter, on glisse la lame entre deux couches, puis d'un petit geste du poignet, on ouvre comme une huître, quoi. Et bien sûr, il faut faire attention, histoire de pas s'ouvrir la main. Ok, il est 4h si je dis pas de conneries. Ouais, il est 4h et on a clivé une bonne partie de la journée. Tu veux dire un truc? Bonjour. En fait, Christo, il a rien foutu. Il a trouvé 2 insectes. Mais vraiment, Pendant non, que Maxence foiré. et moi, on se tue à la tâche. Hein. Alors, non, sans rigoler, là, c'est cool parce qu'on est sur les anciennes couches d'il y a 5 ans. Et attends, je rentre le ventre. Hop, on est sur les anciennes couches d'il y a 5 ans. Et on retrouve déjà tout de suite plein d'insectes, plein de plantes. Donc, ça va, on est content. Ok, bon, je reprends la main. Donc en gros, voilà, j'ai clivé pas mal de temps avec les autres fouilleurs qui là, eux, sont encore en train de continuer de cliver. Et moi, je vais aider les gars et je vais vous montrer, je vais décaper la terre pour qu'on ait accès directement aux bonnes couches. Donc bah, il n'y a pas 36 000 solutions. Petits outils, on se met à genoux dans la terre et puis on gratte petit à petit. Je vous montre ça. Marron mais dégueulasse, mais on va dire qu'elle est propre. Et là par contre, c'est de la terre. Et sous la terre, bah, y a les couches qui nous intéressent, donc il va falloir qu'on les retire. Sauf que bah, si on fait ça à la pelle comme des bœufs, on risque de retirer une partie de la roche qui nous intéresse. Donc, on utilise brosse, truelle et compagnie pour retirer morceau par morceau la roche qui est pourrie et atteindre la roche qui est saine. Le mercredi et le jeudi, je n'ai pas été sur le site de fouille à cause d'impératifs personnels. Et donc, je reviens le vendredi. Et le vendredi, il y a eu un drame. Après avoir clivé pendant des heures et des heures, je trouve enfin un fossile de feuille. Je le prépare, je retire méticuleusement du bout de la lame du cutter la roche autour et dessus. Chaque morceau de la feuille visible, la hype augmente. J'y passe bien une demi-heure en vrai. Je prends la plaque, je vais l'emballer dans du papier pour la protéger, et là, la roche, pas assez sèche, explose littéralement dans ma main. Et le fossile, c'est autodétruit. Voici une suite de clichés qui illustrent bien mon ressenti. Là, j'essaie d'avoir une certaine contenance, disons-le franchement, j'essaie d'être un peu BG sur la photo. Là, le sentiment de seum commence à arriver, et là, je suis submergé par le seum, je veux que tout le monde meure. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Un peu de contexte, j'ai trouvé une feuille comme celle-là, encore plus belle. Et je l'ai explosée. Enfin, elle a explosé dans ma main. Oui. Donc tout le monde s'est foutu de ma gueule. N'est-ce pas, Cédric? On bat les couilles, frère. Non, moi, je Ouais, c'est ça. Mais, parce que la roue tourne, à tourner, comme dirait Ribéry, et j'en ai trouvé une deuxième. Voilà.
Alors, moi, j'ai pas besoin de tricher, de faire des faux fossiles pour faire style que j'ai trouvé des fossiles. Ouais, moi je casse pas les fossiles. À partir de là, je n'ai plus filmé grand chose pour plusieurs raisons. La météo était instable, plus qu'en début de semaine, et du coup j'ai voulu en profiter un maximum pour fouiller. Et puis j'avais envie, l'espace des 2 jours restants, de profiter à fond des fouilles. De l'aspect scientifique bien sûr, la joie mêlée à l'adrénaline de cliver et de découvrir une feuille ou un insecte. Les fouilles, c'est aussi l'occasion de revoir des gens qui habitent loin et que vous voyez qu'en campagne de fouilles. C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes aux talents et compétences diverses et variés, des médiateurs et des médiatrices qui vont transmettre ce qu'ils ont vécu au grand public et les faire rêver un peu, des artistes qui vont mettre sur papier et rendre palpable un fossile, un paysage, des youtubeurs à la croisée de tout ça qui vont réussir à embarquer le grand public dans leur aventure comme s'ils y étaient, des préparateurs qui savent nettoyer les moindres recoins d'un squelette pour que les visiteurs puissent vivre une expérience de visite d'un musée aux petits oignons. Et puis les fouilles, c'est aussi de l'esprit d'équipe. C'est déjà penser à la prochaine campagne, c'est prévoir des choses, construire des projets. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de poser la caméra et de vivre à fond l'expérience ces quelques jours restants. Et accessoirement, il y a aussi le fait qu'il faisait tellement chaud que mon portable et mon drone étaient parfois en surchauffe, donc pour filmer, c'était pas pratique. Mais est-ce que l'aventure Mena, elle est finie? Aujourd'hui, Mena, la recherche par exemple, ça en est où? Les sciences, et c'est quelque chose que je dis assez souvent dans mes vidéos, sont toujours en mouvement. Des choses que l'on prenait pour acquises depuis des décennies voire des siècles, et qui, à la suite d'une découverte, changent complètement. Une des choses sur lesquelles les scientifiques ne sont pas tous d'accord par exemple, c'est l'âge du site et des fossiles. D'abord âgé de l'Éocène dans les années 40, puis de l'Oligocène. Au final, dans les années 70, Russell, qui a étudié Menatotherium, donnera un âge Paléocène qui sera ensuite affiné et affiné au gré des techniques de datation de plus en plus précises. Aujourd'hui, en combinant les études des restes de mammifères, de pollen, les restes de plantes et l'âge donné par la quantité de potassium et d'argon dans les roches, on obtient un âge de 60 millions d'années, avec une fourchette de 1 million d'années près. Et est-ce que niveau fossile, on a fait le tour? Eh bien, cette dernière décennie, certains fossiles trouvés à Mena ont permis de mieux comprendre l'évolution de certains groupes d'animaux. En 2013, il y a un fossile qui a un peu secoué les spécialistes des vertébrés. Ce fossile, c'est les restes d'un animal appelé Lazarussuchus. C'est un reptile de 40 cm environ, probablement bon nageur, appartenant à une famille aujourd'hui disparue qu'on appelle les Choristodères. Ces animaux étaient connus par des fossiles au Crétacé partout dans l'hémisphère nord, où ils étaient assez diversifiés. La météorite s'écrase, et après, on n'en retrouve plus dans le registre fossile, du moins jusqu'à l'Oligocène et le Miocène autour de 20 millions d'années, uniquement en Europe. Quid de leur histoire? Comment ont-ils survécu? Comment se sont-ils adaptés? Pendant des millions d'années, c'est la page blanche. On ne savait pas jusqu'à ce fossile qui a permis de comprendre qu'une forme assez généraliste, de petite taille, avait survécu en Europe, là où les autres dans le monde avaient disparu. Du côté des petites bêtes, on retrouve aussi des fossiles intéressants. Alors il y a beaucoup d'espèces d'insectes, et il y en a qui sont décrites tous les ans, donc je vais pas toutes les présenter. Mais il y en a quand même des sympas. On a des libellules et des demoiselles, on a pas mal d'orthoptères avec des menthes, des blattes, des grillons et des criquets, on a des hyménoptères avec une fourmi, une abeille solitaire et une guêpe parasite, on a des mouches diverses et variées, on a une punaise, et on a beaucoup de coléoptères, dont un assez notable, Paléosphrion, qui est un longicorne plutôt balèze. Et pourtant, à côté de ça, il manque quand même des petites bêtes qu'on pourrait s'attendre à trouver. Par exemple des cloportes ou des mille-pattes. Est-ce que c'est un biais de fossilisation? Est-ce que ce sont tout simplement des fossiles qui ont été mal attribués et mal décrits? En tout cas, à côté de ce petit monde, Mena ne brille pas par sa richesse en gros restes d'animaux. Là où au même moment, dans le Cerrejón en Amérique du Sud, Titanoboa se languissait dans son marais, là où, peu de temps après, à Messel en Allemagne, des mini-chevaux broutaient sur le sol de la forêt en compagnie d'oiseaux géants terrestres, qu'en est-il de Mena? Le mystère reste entier. Pour conclure, j'emprunterai les mots de Sophie Hervé qui a organisé ces fouilles. À Mena, il reste encore tout à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir à vivre le temps de ces quelques minutes l'aventure d'une semaine. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, si c'est pas le cas, un pouce rouge. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et mettre la petite cloche pour rien rater. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Christo. Salut.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see